Il serait l'un des plus prolifiques hommes politiques de la Côte d'Ivoire. Pour preuve, en fin d'année 2021, coup sur coup, il a publié 6 ouvrages où il se relate, où il se raconte, mais où aussi il exhorte à travers des thématiques comme la rage de vaincre. Ce serait ma première question, forcément. Monsieur Vincent Taubirier, comment on vous définirait? Mais c'est comme vous voudrez, vous choisissez la définition qui correspond à votre perspective. Mais je suis un citoyen qui s'exprime librement sur les thématiques qui contribuent au développement de nos communautés. Est-ce que vous êtes un homme politique? Je ne sais pas ce qu'on appelle un homme politique. Si assumer des charges publiques, ça fait de vous un homme politique, je suis un homme politique. Si s'exprimer sur des sujets, ça fait de vous un auteur, je suis un auteur. Si partager des idées, des valeurs, ça fait de vous un leader d'opinion, je suis un leader d'opinion. Si penser librement comme tout le monde, ça fait de vous un simple citoyen, je suis un citoyen. Donc les qualificatifs dépendent du prisme dans lequel on se met. On va revenir à vos ouvrages. J'ai fait une remarque parce que je voulais vous dire merci d'avoir été invité parmi les personnalités people qui étaient présentes le vendredi 31 janvier dernier au Sofitel Hôtel Ivoire pour la présentation de ces ouvrages. Le constat que nous avons fait, c'était qu'il y avait beaucoup plus de people que des personnalités politiques. Quelle explication? D'abord, j'aime pas trop le concept de people parce que pour moi, ça galvaude un peu tout ce qu'il y a comme art, comme profession journalistique, comme différents secteurs. On a emprunté le terme de people de l'anglais et depuis lors, tout ce qui est exposition publique s'appelle people. Non. Les personnes qui ont été invitées sont des personnes comme vous, qui sont des leaders d'opinion, qui sont des gens qui influencent la vie sociale ivoirienne. Ce sont des écrivains, ce sont des auteurs, ce sont des chanteurs, ce sont des instrumentistes, ce sont des personnes qui exercent des responsabilités privées publiques, mais qui sont connues du grand public. Donc, ces personnes ont été invitées parce que c'est elles qui sont le vrai reflet de la population et des opinions publiques. Donc, j'aime pas trop le terme de people parce que ça banalise le niveau d'influence des personnes qui se font entendre dans la société. Si vous, Guillaume Vergès, demain, par votre canal, vous faites une déclaration politique, ça va être pris au sérieux, tout le monde va écouter parce que vous êtes une personne d'influence. Ça ne fait pas de vous un people au sens de quelqu'un qui est seulement sur les strass et paillettes. Voilà, j'ai appelé des personnes d'influence en dehors, bien sûr, de mon cercle habituel, c'est-à-dire mon cercle administratif et mon cercle politique, je dirais, parce qu'à cause des responsabilités, on se parle tout le temps entre nous, on a nos codes. Mais cette fois, sortons des codes pour parler à ceux qui sont le relais auprès de la population pour partager avec eux des valeurs. Je l'entends bien, mais le fait d'avoir invité autant de célébrités, je citais pêle-mêle Assalfo, Yves Doumbela, Venance Conan et qui d'autre? Ça répond. Emma Loès. Voilà, Emma Loès, voilà, qui est une actrice Mas très Gradel. connue. Mas Gradel. Même vous avez dit que Didier Drogba devait venir, mais il vous a appelé à la dernière minute parce qu'il arrivait d'un voyage, il n'a pas pu assister à la conférence. Ça répondait à quel besoin? C'était aussi un moment de reconnaissance parce que tous ceux que vous avez cités ont participé à mes missions quand j'avais encore des charges publiques. Je prends chacun d'eux. Didier Drogba, je suis allé avec Didier Drogba dans son hôpital. Didier Drogba a mis à disposition son hôpital au plus fort de la crise Covid. Il a contribué en acte citoyen. Mas Gradel a participé à des séances de sensibilisation. Emma Loès était à mes côtés pour la crise Covid, mais également pour des gestes de générosité vis-à-vis des enfants albinos, des enfants handicapés. Même vous-même, Guillaume Vergès, vous avez participé à certaines de mes réflexions publiques sur les questions de parenté, mais sur les questions de gestion. Qui encore, à Salfo, je suis allé dans les bas-fonds de Yopougon, mais également dans Numambo avec Assalfo, pour sensibiliser sur la saison de pluie. Mewe, c'est mon frère de tous les jours qui conseille et qui est très influent. Je ne sais pas, Alpha Blondy également, quelqu'un dont la voix porte dans le pays. Donc tous ceux qui étaient là sont des personnes, Yves Ndebela, tout le monde a participé d'une façon ou d'une autre à des moments de mon travail. Donc c'est aussi une reconnaissance, je l'ai dit, c'est ce que je le disais hier à des journalistes, c'est ce qu'on appelle la gouvernance participative. La gouvernance, ce n'est pas d'avoir des gens diplômés de Harvard, diplômés de l'université de Cocody, qui gèrent le pouvoir parce qu'ils sont députés, maires, ministres ou présidents. C'est de pouvoir mettre en relation les populations et les décisions qu'on prend par le biais des personnes qui peuvent avoir une influence, qui sont toutes ces personnes que je viens de citer. Quelque part, toutes ces personnalités ont apporté quelque chose à votre surexposition médiatique. Apporté quelque chose à mon travail. Parce que j'ai compris que leur voix portait plus que les voix administratives. C'est clair, mais ce travail vous a apporté une certaine surexposition médiatique. Non, mais si ça a apporté une surexposition médiatique, tant mieux. Mais ce qu'on fait, c'est quoi? C'est qu'au lieu qu'un administrateur arrive avec ses galons devant des populations et leur dise, écoutez, ça c'est un bas-fond, vous ne pouvez pas rester là, sinon la pluie va vous engloutir. On envoie plutôt quelqu'un comme Assalfo qui leur dit, écoutez, si vous restez là, vous allez mourir. Assalfo est venu des Bakati d'Adumambo, donc quand tu leur parles,
les codes sont plus sensibles. En tout cas, vous avez su briser les codes et su avoir une certaine approche qui a été très appréciée de tout le monde. Mais je suis tenté de vous demander quels sont vos rapports aujourd'hui avec votre corps de métier. Je vais parler des préfets. J'ai des amis, bien sûr. Je suis diplômé de l'ENA et ce qui, je le dis, la conséquence de ce que je dis, c'est que j'ai une promotion. Donc, je suis allé à l'école avec des gens dans différents cycles. On est sortis. Pourquoi ne les avoir pas invités à votre conférence de presse? Non, cette cérémonie était une cérémonie de présentation à la presse. Voilà. Maintenant, il y aura des dédicaces où on va inviter des hommes politiques, des hommes publics, des hommes d'influence. Ça, c'était une cérémonie à la presse. Voilà, il faut qu'on le dise. Merci de situer le contexte. C'est ça. Non, je comprends. C'est vrai que vous situez le contexte, mais en même temps qu'il y avait des journalistes qui avaient été conviés, il y avait beaucoup de célébrités. Et on aurait aimé par la même occasion, très souvent comme c'est le cas aussi lors de certaines conférences de presse, où on a des hommes politiques, on aurait aimé voir aussi des préfets. Ça n'a pas été le cas, mais on peut vous l'accorder tout de même. Non, mais ça sera fait. Comme je l'ai dit, il y a un planning de promotion des livres. Le livre est sorti d'abord le 28 décembre 2021. Donc le premier acte, c'est d'abord la presse qui doit en parler et donner des échos. Et à côté de la presse, il y a des personnes d'influence. Donc il y a les influenceurs, les blogueurs, les jeunes qui sont critiques et qui peuvent donner écho. Mais également les personnes qui ont participé à ce travail. Donc, tous ceux qui ont cité, y compris vous-même. Voilà, maintenant, il y aura des cérémonies de dédicaces où il y aura d'autres personnalités qui sont intéressées à venir pour pouvoir discuter. C'est comme ça qu'on fait, on ne prend pas tout le monde le même jour, dans la même salle, avec une telle hétérogénéité. Vous perdez le discours et la cible que vous recherchez. Donc, c'était d'abord une cible médiatique de presse. Ensuite, on va faire les différences. Il y aura des dédicaces pour les maires seulement. Il y aura également des préfets s'ils veulent venir. Il y aura peut-être des ministres s'ils veulent venir. Il y aura également des étudiants. Il y aura des cercles privés. Comme demain, je vais faire la dédicace pour un cercle privé. Donc, c'est tout ça. C'est un plan de promotion. Parfait. Vous avez lâché le mot des préfets s'ils veulent venir. Est-ce que M. Vincent Taubry-Irié est toujours préfet? Oui, on est préfet à vie. C'est comme les grades de l'armée, on est préfet à vie. Chez nous, il y a sous-préfet, secrétaire général de préfecture, préfet. Et dans préfet, il y a différentes catégories. Il y a préfet hors grade. Préfet hors grade, c'est que vous avez fini le tableau, c'est fini. Maintenant, vous êtes préfet, ça c'est votre grade. C'est votre... Et à côté de ça, vous avez des fonctions. Préfet d'Abidjan est une fonction. Mais préfet, je suis préfet à vie. Donc vous avez démissionné de votre fonction de préfet d'Abidjan. C'est ça. À quand votre nouveau déploiement? Non, mais je suis dans une période de disponibilité. Ça s'appelle la disponibilité. C'est une disposition prise dans l'administration ivoirienne qui permet à un fonctionnaire de se détacher pendant quelques temps, pour mener à ses activités et puis revenir après s'il le souhaite. C'est vous qui avez demandé cette mise Oui, bien sûr, mais pour pouvoir faire ça, pour pouvoir faire mes activités et produire des livres, et faire des tournées et puis me consacrer à autre chose. C'est important dans la vie de prendre un peu de recul, d'avoir une petite zone d'inconfort pour explorer d'autres opportunités. La raison doit être assez profonde. Sur tous les plateaux de télé, vous êtes passé, vous n'avez pas voulu en tout cas les évoquer ouvertement. Mais lorsque vous êtes en pleine ascension, lorsque vous êtes en pleine exposition de ce métier, de ce travail de préfet, vous démissionnez de votre fonction de préfet d'Abidjan. On aurait aimé vous voir peut-être désigner préfet de Yamoussoukro pour aller apporter cette chaleur, cette autre manière de manager l'administration territoriale. Malheureusement, c'est en ce moment M. Vincent Taubry-Irié décide de se retirer. Est-ce qu'il y a un véritable problème avec le gouvernement ou bien avec le président Alassane Ouattara? Est-ce qu'on peut, pour refermer cette parenthèse pour une fois, est-ce qu'il y a un gros problème au point où vous ne voulez même pas travailler sur ce gouvernement? Non, ne mettez pas les choses comme ça. D'abord, définition. C'est quoi pour vous l'ascension professionnelle? C'est être au sommet? Pour moi, l'ascension professionnelle, c'est quand je suis capable d'ingénier, de faire des choses qui bénéficient aux communautés ou aux personnes qui bénéficient du travail que je fais. Mais pour moi, l'ascension professionnelle n'est pas forcément être au sommet. Et je l'ai répété lors de notre dernière interview ici, monsieur Vergès. En étant préfet, je suis descendu de 6 rangs. Je vous ai dit ça la dernière fois. Oui. Je suis descendu de 6 rangs. Parce que vous exercez la fonction directeur de cabinet. C'est ça. Du ministre d'État. Et à l'époque, à un moment donné, l'unique ministre d'État. Et je suis descendu de 6 rangs. Ça ne répond pas à ma question. Mais je sais, ça répond. Parce que quand vous dites, c'est très important. Pourquoi est-ce que... Laissez-moi répondre à votre question. Je vous en prie. Parce que quand vous parlez d'ascension professionnelle pour tout le monde, vous êtes sur une courbe ascendante sur le plan des nominations. Et il faut qu'elle soit comme ça ascendante. C'est ça qui donne sens à votre vie. Pour moi, ce n'est pas le sens de la vie. Pour moi, la courbe est ascendante à partir du moment où chaque acte que je pose touche des individus dans une communauté, améliore la vie des communautés. C'est pour moi le sens d'une courbe ascendante. Revenons maintenant à la question de travailler dans un gouvernement. Mais ce n'est pas la première fois. Moi, j'ai été sous-préfet ici en Côte d'Ivoire. J'étais parmi les jeunes sous-préfets de Côte d'Ivoire, mais j'ai laissé mes fonctions. Je suis parti à l'international. Je suis revenu. Donc, c'est des provisions qui sont faites dans les lois. Même quand j'étais à l'international, je laissais des fonctions. Je peux travailler avec les Américains. Demain, je travaille avec les Japonais. Après, demain, avec les Australiens.
Après, je finis avec les Sud-Africains. Ça fait partie de la mobilité de la carrière. Vous connaissez bien Honoré Guillet? Bien sûr. Vous Honoré Guillet était le président de la commission électorale et j'étais assistant chargé des questions logistiques à la commission électorale. En fait, je parle de lui parce que ce matin, lorsque je menais ma petite réflexion, j'ai fait ce parallèle. Je me suis dit, mais ce monsieur, il a quelque chose d'Honoré Guillet. En son temps, il avait dirigé la commission électorale. C'est cela en 2000. Et il s'est retiré après. Il a été PCA de la RTI. Voilà. Mais en tout cas, dans l'anonymat. Et après, il s'est éclipsé. Quelque part, est-ce qu'on vous verrait dans cette traçabilité? Parce que on a l'impression que vous fuyez plus ou moins les spotlights, que vous avez envie de vivre une vie tranquille. Est-ce que quelque part, souvent, lorsque vous voyez le profil, d'autant plus que vous avez pu travailler ensemble, ce profil d'Honoré Guillet, est-ce que vous ne vous projetez pas dans ce genre dans cette optique-là? Je n'aimerais pas comparer les vies. On a des aspirations différentes. Moi, j'ai jeune administrateur civil à l'époque, en 99. J'étais Honoré Guillet, le président Honoré Guillet m'a fait le privilège de travailler à ses côtés en tant qu'assistant chargé des questions logistiques. Je travaillais avec lui sur les élections qui ont été très difficiles. Et après, je suis parti à l'international. Il a eu sa carrière à lui. Donc, je ne sais pas quel est le point commun entre nos carrières, mais c'est différent. Je pense que quand on sort 6 livres en quelques mois, on n'a pas envie d'être dans un certain anonymat. Puisque là, je suis sur votre plateau, le 2e plateau en moins de 2 mois. Pour moi, on porte un message. On a des valeurs qu'on veut partager. On pense contribuer au pays d'une certaine façon. Et c'est ce que nous faisons. Maintenant, si ça s'appelle anonymat, tant mieux. La finalité d'une vie n'est pas la lumière tout le temps. Quand je parle d'anonymat, je veux dire cette effervescence sur le plan politique que vous ne manifestez toujours pas. Peut-être que dans les mois à venir, dans les années à venir, on verra. Mais vous êtes en train, vous trustez toujours, on va dire, le terrain social, vous trustez d'autres espaces, mais sans pour autant truster le terrain politique véritablement, là où peut-être on aurait aimé vous voir. Mais c'est aussi un grand bonheur, hein, Monsieur Vergès. Est-ce que vous savez que pendant 1 an, j'ai visité les 33 régions de Côte d'Ivoire, les 34 grandes zones de Côte d'Ivoire. J'ai fait 158 villages. Je suis rentré dans les villages à pied, avec Aube Nouvelle, avec l'ONG que je dirige à pied. Je suis allé à moto, en voiture. J'ai partagé les repas des gens. J'ai découvert le paysage. J'ai écrit dans cette nature sauvage. Il y a un bonheur, comme je l'ai dit dans notre dernière interview, à aussi vivre cette vie de simplicité, d'anonymat. Je ne sais pas pourquoi des gens pensent qu'ils doivent être éternellement utiles. Il y a quelque chose que j'ai nommé l'illusion de l'éternité, de l'utilité. C'est-à-dire l'illusion d'être éternellement utile à tout le monde. C'est une illusion. Vous avez une responsabilité, vous l'assumez avec votre engagement, votre passion, votre détermination, et vous passez à autre chose. Vous explorez d'autres vies, c'est tellement important. Aujourd'hui, j'ai le même engouement autour de moi que j'avais quand j'étais préfet. Partout où je vais, tous ces jeunes, partout, que ce soit dans les localités ou dans les rues d'Abidjan, dans les restaurants, partout dans les universités, c'est le même enthousiasme que j'ai autour de moi. Rien n'a changé, c'est seulement le galon qui a changé. Donc je continue de contribuer, c'est très important. Il ne faut pas s'accrocher au fait que votre utilité est due à vos fonctions. Ça c'est très dangereux parce que quand vous perdez les fonctions, vous êtes totalement désorienté. C'est pour cette raison que les gens se battent pour s'accrocher à des fonctions parce que s'ils ne sont plus DG, s'ils ne sont plus ministres, s'ils ne sont plus présidents, ils sont perdus, on ne les reconnaît plus. En tout cas, voilà. Vous avez ce détachement à la fonction, on va dire, administrative. C'est à saluer. Il faut des personnalités comme vous, comme ça, pour donner cette leçon. C'est vrai que là, le prétexte communicationnel par rapport à cette interview, c'est la sortie de vos différents ouvrages. Malheureusement, on n'est pas sur un plateau où des chroniqueurs ont pu lire chacun des livres pour en faire un résumé pour qu'on puisse développer des thématiques. Mais je vais me faire comme ça le plaisir, chaque fois, plus ou moins, en ouvrant un des ouvrages, peut-être tomber sur un passage qu'on va peut-être décortiquer. Après, on va essayer de commenter ensemble l'actualité politique. J'ouvre l'ouvrage comme ça, votre ouvrage qui est intitulé « L'étrange préfet » et je tombe sur la page 165 où je vois le président. Et ça m'interpelle ça. Allô, bonsoir monsieur le préfet. Je suis la secrétaire particulière du président de la République. Il vous reçoit en audience le 5 mars 2019 à 11h. 5 mars 2019, 5 mars 2022 bientôt, ça fait 3 ans. Le dernier appel que vous avez reçu comme ça du président de la République, c'était quand? Non, le président de la République, je vous l'ai dit la dernière fois. Non, de sa secrétaire particulière comme ça. Oui, non, mais voilà, c'est ce que je veux dire. Je veux dire, parce que forcément, il passera toujours par un internet. Bien sûr. Donc, ça, soit par sa secrétaire, par les chefs de cabinet ou autre. Enfin, on sait comment ça va fonctionner. Mais je veux dire, le dernier appel que vous avez reçu comme ça, venant de la présidente de la République de Côte d'Ivoire, par le canal du président Alassane Ouattara, c'était quand? On laisse le 5 mars. Je recevais des appels quand j'étais en fonction, dans le cadre de mes fonctions. Aujourd'hui, je suis un citoyen ordinaire, donc il est normal que je n'ai pas le même type de relation. Mais sachez que dans l'administration,
le président de la République a le pouvoir de nomination de tous les responsables administratifs. Donc, il peut appeler qui il veut, quand il veut. Et donc, s'il a besoin d'une information, dans l'urgence, il peut appeler directement. Et ça, c'était dans quel cadre, voilà, justement, vu qu'on n'a pas eu l'occasion, ça se raconte dans le livre, là. Voilà. Le président de Madame est rencontré, je suis parti et on a discuté des sujets qui sont des sujets administratifs. Je vous ai dit que nous parlons de certaines valeurs, on partage des réflexions. Mais il y a des sujets qui font partie, je ne dirais pas de secret défense, mais de la gestion de l'État qui ne peut pas être étalée en public. Mais le président rencontre, comme vous voyez en conseil des ministres, on vous donne les délibérations du conseil, mais on ne vous dit pas les détails des discussions et des contradictions qui sont dans le conseil. C'est la même chose. Donc le président m'a reçu, m'a fait l'honneur de recevoir, m'a fait l'honneur également de me parler à quelques occasions. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai appris à le découvrir. Donc c'est ça, c'est pas événementiel. Le président appelle beaucoup de personnes comme ça, même des personnes anonymes. Vous voulez en savoir plus? Le Trogne préfet, c'est un des ouvrages, des 6 ouvrages sortis, écrits par M. Vincent Taubirier. Ça, on l'avait déjà décortiqué lors de la précédente interview. Le self-made man Ahmed Bakayoko, je ne vais pas ouvrir pour... La rage de vaincre. La rage de vaincre, la rage de vaincre. C'est illustré par des photos, le travail, on voit pas mal de choses. Forcément, vous développez des thématiques inhérentes à la vie. C'est cela. Ça n'a rien à voir avec l'administration, la politique, les institutions. C'est la force. C'est un recueil d'exhortation quelque part. Non, ce n'est pas un recueil, c'est parce que parce que je vois des thèmes, oui, vanité, manger. Ça a une suite logique. Ok. Parce que les jeunes sont en proie au doute souvent. Ils font des choses qui échouent. Tout à l'heure, avant l'émission, un de vos collaborateurs me disait qu'il y a des quartiers où les jeunes sont totalement en déperdition. Ça donne la drogue, ils ont perdu espoir. Et la rage de vaincre a pour mission de pouvoir réveiller ces choses-là en ces jeunes-là. En donnant nos propres exemples, nos échecs, nos joies, mais également notre opiniâtreté dans la conduite de certaines missions. Où on dit, moi c'est ce que je vais y arriver, quel qu'en soit le prix. Et donc cette combativité qu'il faut développer en soi, cette singularité, votre unicité dans l'univers, il faut la découvrir. Et tout en la découvrant, il faut pouvoir savoir que la vie est faite d'obstacles, de jalousie, de situations imprévues, d'étourdissements, mais que tout ça fait partie de notre évolution normale pour nous affirmer dans la vie. Et c'est ça, la rage de vaincre. La plus grosse épreuve à laquelle vous avez pu faire face, vu qu'on parle de rage de vaincre, forcément, ça parle de, on va dire, ce réarmement moral que vous avez dû avoir dans votre vie pour pouvoir vous projeter chaque fois. Si on doit parler d'épreuves, l'une des épreuves qui vous a vraiment sonné dans votre carrière, dans votre vie, que vous pouvez relater à la faveur de cette interview, ce serait laquelle des épreuves? Bon, il y a eu beaucoup d'épreuves, je ne sais pas comment quantifier, mais il y a eu beaucoup d'épreuves. Il y a eu le 2-3 qui vous ont vraiment marqué. Il y a eu le 17 coup sur coup de mes parents, de mes deux parents, de mes donc mon père et de ma mère, pendant que j'étais encore en poste à l'étranger. Et aujourd'hui encore, je n'ai pas encore évacué ce deuil-là. Il y a eu souvent aussi des situations sociales où la trahison de justement, pour parler de décès de vos parents, vous voulez dédier cet ouvrage, oui. La rage de vaincre, à mon père Zamblé Bito Jano, à ma mère Gouilou Irie Juliette, à mon père Jean Charrier. Jean Charrier, ça m'interpelle. C'est votre père adoptif? Je dirais spirituel, parce que j'ai mon père, j'ai ma mère, mais au plus fort de la souffrance dans mon enfance, il y a un prêtre de la Société des missions africaines qui m'a pris sous son couvert, qui a accompagné ma scolarité, qui m'a guidé spirituellement, qui m'a couvé de son attention pour pouvoir avancer dans la vie. Donc je le considère comme mon père, comme mon géniteur spirituel, au même titre que ceux qui m'ont enfanté. Quelle image vous retenez de ce monsieur, de monsieur Jean Charrier? Je pense que la sève de ma sensibilité à la misère, à la vie est venue de cette parenté-là. Cette humilité, parce que j'étais enfant de cœur quand j'étais petit. J'étais enfant de cœur pendant longtemps d'ailleurs, jusqu'à ce que je rentre pratiquement à l'université. Et donc, c'était un prêtre et je le suivais partout. Il allait dans les villages faire les messes et je servais également la messe avec le calice et tous les éléments qu'il y avait à côté. Et donc, j'ai retenu un peu cette grande humilité. Et ça m'a suivi toute ma vie jusqu'à aujourd'hui, ce devoir de servir les autres. Donc, je le considère comme mon père, au même titre que mon père biologique. Vos parents biologiques, vous les avez perdus coup sur coup, vous aviez quel âge? Non, mais j'étais un peu âgé quand même, mais j'étais en exil, j'étais dans la trentaine. Mais ils sont décédés. Vous étiez en exil? En exil professionnel. Ah, c'est-à-dire que j'ai quitté la Côte d'Ivoire, j'ai travaillé à l'étranger pendant un certain nombre d'années.
Et donc, j'étais en Parce expatriation. qu'aujourd'hui, quand on parle d'exil, voilà, forcément, Oui, ça mais prend une autre connotation. Non, l'exil, il y a beaucoup de définitions de l'exil. Donc, je dirais plutôt que j'étais en exil, en professionnel, en expatriation, quand mes parents sont décédés. Pas seulement mon père et ma mère, mais des oncles, grands-pères, grand-mères. J'ai perdu une bonne partie de la famille quand j'étais en expatriation, alors que j'étais allé chercher, j'allais quérir des situations sociales confortables pour revenir. Et j'ai perdu tous mes parents derrière, et ça m'a beaucoup choqué. Et ensuite, il y a la vie sociale, où il y a les volte-face que vous découvrez dans la vie. Il y a des amis qui peuvent vous trahir, il y a des situations imprévues. L'une des plus grosses trahisons dont vous n'avez plus jamais vous remettre, c'est laquelle? Celle d'un ami, d'une femme? Il y en a quelques-unes, quand même. Les trahisons, il y en a quelques-unes. Ouais. Mais bon, ça fait partie de la vie. C'est ce que non, mais ça édifie, M. Vincent Taubirier. Moi, je veux des faits tangibles. C'est plus intéressant, c'est édifiant. De savoir que, voilà, un de vos amis proches ou bien votre femme, celle que vous aimiez, vous a trahi ou allé avec un de vos amis. Voilà des faits tangibles, des exemples palpables qu'on veut léguer à la génération. Ça, c'est des faits people. Mais je dis... Non, au-delà de la pipolisation de la chose. On est dans des faits tangibles. Moi, je peux vous dire tout de suite, il y a un ami qui m'a fait une grosse trahison, je peux ne pas le citer, mais décrit le fait, comment ça s'est passé. Oui, c'est ce que je dis. C'est ce qu'on attend de vous. C'est ce que je dis dans la rage 20, c'est ce que je dis. C'est parce que j'ai vécu ces choses-là que je le raconte en disant aux gens, on peut s'y passer. Il est arrivé dans les fonctions récentes, comme dans les fonctions internationales, que des amis aient planté le poignard dans le dos, qu'ils aient volontairement ingénié des histoires pour opposer, qu'ils aient fabriqué des événements pour les donner à des autorités pour que le regard sur vous change. Et ça, c'est des choses auxquelles on passe le temps. Ouais, mais ça, c'est... Là, vous étiez dans quel pays? Plus vous montez dans l'échelle sociale, et plus vous avez ça en Côte d'Ivoire, en Afrique du Sud, dans les différents pays où j'ai travaillé. Plus vous montez dans l'échelle sociale. Mais ce qui fait mal, c'est de savoir que c'est des amis très proches qui peuvent vous planter le poignard. Mais si vous vous contentez, si vous vous limitez à souffrir de telles trahisons sans vous élever, vous chutez. Et c'est toute cette démarche-là que j'explique. Et c'est quand vous finissez ce cheminement intérieur que la vie devient tellement, je ne dirais pas facile, mais elle devient gérable. Parce que vous savez que vous avez surmonté, vous savez qu'il y a des événements qui sont souvent... Vous relativisez en quelque sorte. Vous relativisez, c'est l'expression. Face à Facebook, belle couverture, une photo qui illustre M. Vincent Taubirier. C'était dans quelle école ça? Ça, c'est au lycée de Williamsville. Je suis allé parce que c'est l'une des écoles classées parmi les 10 écoles les plus violentes de Côte d'Ivoire. Et il y avait toujours des événements là-bas, des violences. Donc je suis allé m'adresser aux enfants parce qu'ils avaient commis une violence vis-à-vis de leur professeur. Ils avaient lancé une pierre et ça avait totalement amoché la mâchoire de ce professeur qui devait subir une chirurgie maxillofaciale. Et donc c'était tellement choquant que je suis allé les mettre en garde, mais également les conseiller. Et donc c'est cette photo qui illustre un peu le comportement des enfants dans Facebook. Donc j'exhorte à la responsabilité. Mais ça précisément, c'est la collection, la compilation de l'ensemble des textes majeurs que j'ai publiés sur Facebook. Donc vous avez en bibliothèque, vous allez tout le temps fouiller sur votre smartphone. En 2018-2019, ce que j'ai écrit, vous avez tout ça classé par thème face à Facebook. Les 10 thèmes qui ont retenu votre attention, que vous avez développés sur les réseaux sociaux, on fait un petit classement, 10 thèmes comme ça. Premièrement, c'est le thème linguistique, la langue. Okay. Dans quelle langue on s'adresse aux personnes. Ça me sert à quoi d'écrire un texte avec un haut niveau de sophistication littéraire, de parler une langue baudelairienne ou d'avoir un peu les élans de Molière pour un public qui ne me comprend pas du tout. Donc, au niveau linguistique, c'est mes textes en ouchi d'abord, qui touchent des populations de Yopougon-Mikao, par exemple, qui vont subir des inondations. Et donc, il faut parler le langage, que ces populations comprennent. Hein, les gars, les pluies qui arrivent là, c'est Guinzin, c'est pas Posi même. Alors là, ce qui est mieux, c'est des Fraya. Parce que si vous restez, la pluie va vous tuer. Donc, du coup, c'est le langage. Il y a la question de l'école, l'éducation, dans laquelle je développe des thèmes où j'ai fait beaucoup d'écrits sur la question de l'éducation. Il y a la question de la sécurité, parce que en tant que responsable administratif, vous êtes en charge de la sécurité. Et si vous ne rassurez pas les populations, tout va de travers. Jour de colère. Vincent Taubirier. Jour de colère, ce sont mes jours de colère. C'est le jour de colère de la Côte d'Ivoire, c'est le jour de colère de tous les groupes qui ont des opinions en Côte d'Ivoire. Le jour de colère, c'est un peu le carnet de bord. C'est mon cahier de cheminement de tout ce qui s'est passé de octobre 2010 à avril 2011. Toute la violence qu'on a connue. Chaque jour, j'écrivais des textes. Chaque jour, j'analysais parce que j'étais fonctionnaire international. Je travaillais dans des pays en conflit et je subissais le conflit qu'il y avait en Côte d'Ivoire. Donc, chaque jour, j'analysais, je faisais des projections de ce qui allait venir de la Côte d'Ivoire après la crise. Donc, jour de colère, c'est l'effondrement de notre fondation
c'est la perturbation de notre solidité, de notre cohésion. Et donc, c'est ça qui est écrit dedans. Mais surtout avec beaucoup de recommandations pour qu'on ne retombe pas dedans. Vous auriez soutenu votre doctorat en lettres modernes. Oui. Est-ce que les choses auraient été différentes? Oui, peut-être. Peut-être. Ce qui s'est passé, bon, ça pour la petite histoire, j'ai fini mon 2A et ma maîtrise en une année. Ce qui à l'époque était quand même quelque chose d'événementiel. Et j'ai eu la bourse, j'ai eu plusieurs, à l'époque, hein, en 1995, 94, j'ai eu la chance d'avoir je crois, 3 ou 4 bourses. J'ai eu la bourse Paris 3, à l'époque Sorbonne Nouvelle, Paris 3, Paris 4. J'ai eu la bourse pour entrer à l'Université canadienne, au Québec. J'ai eu, donc la Côte d'Ivoire offrait les bourses aux meilleurs étudiants, j'ai eu des bourses partout. Donc j'attendais pour aller faire le doctorat dans l'une des universités. J'avais choisi le Canada. Et donc j'attendais quelques mois. Je voulais voir comment les élections de 95 allaient se passer en Côte d'Ivoire. Donc j'ai traîné un peu avant de partir. Et j'ai un ami qui m'a dit, mais pendant que tu es là, tu es oisif tout le temps, tu es là, tu fais rien. Pourquoi tu passes pas le concours de l'ENA? Et c'est comme ça que j'ai passé le concours, là j'étais aussi. Donc j'avais le concours de l'ENA, j'avais l'université, j'avais la Sorbonne Nouvelle, donc j'avais un couloir de bonheur, mais il fallait choisir. Je me dis, mais qu'est-ce que je fais? Tout le monde rêvait de France, du Canada, est-ce qu'il ne faut pas que j'aille quand même là-bas aussi? Je dis, bon, je rentre à l'ENA et je pourrais toujours faire le doctorat. Je suis rentré à l'ENA et puis j'ai poursuivi le doctorat. Et donc, et après j'ai commencé à écrire, je suis rentré dans l'international. Comme quoi, la connaissance paye toujours. Hein. Bon. Forcément, parce qu'aller jusqu'en doctorat, avoir toutes ces bourses, passer le concours de l'ENA pour devenir sous-préfet, c'est parce que vous avez cette connaissance, c'est parce que vous avez ce niveau de formation qui vous permet en tout cas d'avoir le parcours que vous avez eu ou que vous auriez pu avoir en allant dans des universités prestigieuses comme Paris 4 ou Paris 3. Et c'est ce que je conseille, c'est justement cette histoire que je raconte, comment ces doutes-là se muent en espoir. Il y a un moment de votre vie où tout arrive avec une occurrence de bonheur tel que vous m'avez dit, qu'est-ce qui se passe? Comme tout arrive aussi avec un moment de doute, avec beaucoup d'obscurité partout. Mais on chemine et on suit sa voie. Voilà, c'est ça qui est raconté dans cet ouvrage-là. Donc, c'est comme ça, j'ai toujours aimé les lettres, j'adore les lettres. Et mes textes sur Facebook, par exemple, un texte fait 20 minutes, chaque texte, que ça la longueur, maximum 20 minutes. J'ai besoin de 20 minutes de concentration pour m'asseoir et puis je finis 20 minutes. Maintenant, je passe le temps à corriger. Mais 20 minutes de texte, tous mes textes sur Facebook, 20 ou moins de 20 minutes. Quand ça dépasse, du coup, ça commence à devenir lourd dans ma tête. Donc, c'est comme ça que j'écris et j'aime ça. Chacun a sa passion. Moi, j'ai l'écriture comme ma passion. J'avoue que vous êtes très, très inspiré. La Côte d'Ivoire et sa tradition de violence électorale. Je disais un jour à un ami, si quelqu'un peut m'expliquer la crise ivoirienne, c'est que cette personne peut expliquer le mouvement du vent. On va essayer de comprendre, vu que vous développez cette thématique-là, et ce sera l'occasion pour nous de croquer l'actualité politique. Pour vous, d'où la Côte d'Ivoire tire-t-elle cette tradition de violence électorale? D'où elle vient? Vous savez, c'est pas croquer le vent. Tout s'explique en sociologie, en histoire, en sciences, en politique. Tout s'explique. Il y a rien. Au-delà des normes sociologiques. C'est-à-dire, si on veut se positionner par rapport à la Côte d'Ivoire, parce que l'histoire politique de la Côte d'Ivoire a par moments été aussi travestie. Pour vous, vu qu'on parle de la tradition de violence électorale, d'où cette tradition de violence électorale, d'où elle vient? Pour s'en tenir à ça, sans la généralité. Hein. Non, c'est pas la généralité. Là, vous parlez maintenant de science. C'est-à-dire, c'est la science de l'observation de la vie politique. D'abord, il faut savoir que la Côte d'Ivoire a une tradition de 10 ans de crise depuis notre indépendance. Je montrerai même un peu plus la création du RDA, qui était le... Donc, vous repartez de 60 à 70. Il y a eu toutes les crises. D'abord, en 60, pour avoir le pouvoir, vous savez, pour avoir l'indépendance, tout ce qui s'est passé. Toutes ces luttes d'influence, tous ces accords, ces alliances, ces coalitions qui ont été formées dans les différents pays africains. Donc, il y a eu beaucoup, il y a eu même des personnes qui sont décédées, il y a eu des emprisonnements. Et on a eu notre indépendance dans les conditions dans lesquelles on les a eues. En 70, notre indépendance a commencé à être mise en cause par nous-mêmes parce qu'il y a eu des événements politiques. Il y a eu des complots ici et là, il y a eu des supposées tentatives de coup d'État. Et puis en 80 maintenant, on tombe encore dans un problème. On a eu les premières élections de décentralisation. C'était les premières élections ouvertes où il fallait nommer les chefs des circonscriptions décentralisées, donc les mairies. Il y a eu des violences terribles dans les villes comme Dabou. Il y a eu même des coups de feu qui ont été faits. Il y a eu des morts. Et c'est parti avec une crise économique qui a commencé dans les années 80 avec les ajustements structurels. On tombe en 90 avec le chute du mur de Berlin, avec tout ce qu'il y a comme événement, la chute du bloc de l'Est, et la réclamation du multiparti dans les pays africains. Et 90, c'est vraiment turbulent. Toute l'Afrique est en ébullition, y compris la Côte d'Ivoire. On a eu notre premier mort dans les manifestations publiques, le jeune Kouya Doumé, si je me rappelle, à Adzopé. Il y a eu le FPI, qui était le parti politique d'opposition en vogue à l'époque. Il y a eu la naissance de la FECI 90-91. Et donc, la Côte d'Ivoire, c'était très fort. Il y a eu des crises fortes pour les élections de
1990. Et nous envolons maintenant en 2000, à Loré, à 6 jours de 2000, on a eu coup d'État du général Robert Gueye. Et il y a eu ensuite une élection qui a été organisée avec beaucoup de morts. Il y a eu des centaines de morts, il y a eu des charniers qui ont été découverts. Il y a eu des divisions politiques, ça c'est 2000. Et on évolue en 2010, on a eu les plus grandes crises que notre pays n'ait jamais connues. Ce charnier-là, si on peut faire un petit temps d'arrêt, il avait été imputé, on va dire en son temps, à ceux qui venaient d'avoir le pouvoir après les élections de 2000. Vous, aujourd'hui, lorsque vous revenez là-dessus, parce qu'on avait dit aussi que ça avait été une machination de l'opposition en son temps pour parler de charnier. Vous, en tant qu'intellectuel ivoirien, en tant qu'observateur, en tant que leader d'opinion, si on veut faire un temps d'arrêt sur ces charniers, vous l'imputez à qui au jour d'aujourd'hui?